17h10 sur les ondes d'Envol 91 FM. Alors, il y a des routes qu'on emprunte sans vraiment y prêter attention, sans toujours savoir ce qu'elles portent sous nos pas. Et puis, il y a celles qui renferment la mémoire d'un territoire, un héritage façonné par des générations de voyageurs, de communautés et d'histoires parfois oubliées. Vous l'avez reconnu sûrement. C'est le chemin Dawson. Bien plus qu'un tracé sur une carte, c'est un véritable voyage à travers le temps. Un lieu historique entre les grands lacs et les prairies, qui traverse aujourd'hui plusieurs communautés francophones du sud-est du Manitoba. En 2019, un groupe de bénévoles animé par une même passion s'est donné un objectif ambitieux, faire revivre ce patrimoine unique. De cette vision est né le circuit artistique et patrimonial du chemin Dawson. Deux femmes ont joué un rôle clé dans cette aventure. Pierrette Sherwood, chef de projet et représentante du Dawson Trail Art Tour, et Mireille Lamontagne, conseillère en patrimoine et experte consultante, qui ont également reçu il y a une quinzaine de jours, le 27 janvier plus exactement, le prix de l'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires remis à Ottawa par la gouverneure générale du Canada, Marie Simon. Pierre Sherwood, Mireille Lamontagne, bonjour et bienvenue à Envol 91 FM. Bonjour. Salut Mireille, ça va bien? Ça va très bien, merci d'avoir passé à nous. Pierrette aussi, elle est en ligne au téléphone en direct de Richard. Salut Pierrette. Oui. Bonsoir Pierrette, je suis avec Mireille. Bonsoir Mireille. Allô. Père, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je disais, vous venez d'être toutes les deux lauréates du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence des programmes communautaires. D'abord, félicitations à vous deux. Merci. Je vous en prie. Alors, pour ma première question, quel a été votre ressenti justement quand vous avez été contacté pour vous dire que vous êtes déjà nominé à recevoir ce prix? Je sais pas, je commence par Pierrette, Mireille. Allez Pierrette, tu es à Richard. Nous saluons justement toute la communauté à Richard qui nous écoute actuellement. Oui, non, ça a été merveilleux. On a été agréablement surprise, et puis ça nous fait vraiment plaisir de partager cet honneur-là avec toute la communauté. Mm-hmm. Et toi, Mireille? Incréduleuse, époustouflée. Je veux dire, c'est un honneur incroyable. Quelque chose que tu célèbres une fois dans ta vie. Évidemment. Ouais. Et puis donc, je veux dire, on est super fiers de notre coup. Oui, c'est un peu, c'est un peu une reconnaissance des efforts que vous avez fait depuis toutes ces années. Imagine depuis 2019. Je rappelle que votre projet vous avez eu l'idée, mais il a pris vie en 2019. Est-ce que vous pouvez justement, toi, Pierrette ou Mireille, nous raconter un peu quand est-ce que ce projet de rendre vie au chemin Dawson a pris naissance dans vos têtes, dans vos cœurs respectifs? Oui, ben avec plaisir. Moi, personnellement, j'ai acheté ma première maison dans un coin qui s'appelle La Coulée. La Coulée des Sources, qui se trouve à être en plein cœur du sentier Dawson, justement. Et c'est là, justement, aussi où ils ont construit le quartier général pour la construction du sentier dans les années 1800. Alors, moi, je me trouvais dans le quartier, puis je me posais la question par curiosité, c'est quoi ce chemin Dawson-là? Le sentier historique, on voyait, il y avait des petites pancartes à l'époque, ils sont toujours là d'ailleurs, je pense qu'il y en a peut-être une dizaine réparties sur le sentier, puis qui dit tout simplement Dawson Trail, puis avec une petite image un petit graphique là, du sentier. Puis je me posais la question, mais c'est quoi ce sentier-là? Puis les gens semblaient avoir une idée, mais c'était très flou, puis c'était vague. Et puis je me disais,
Moi, j'ai œuvré longtemps en tourisme, alors je me disais quelle belle opportunité si on pouvait mettre en valeur ce sentier-là, si en effet son histoire en vaut la peine, de le mettre en valeur et d'inciter les gens qui voyagent le long de la transcanadienne à prendre ce beau petit détour pour traverser les petits villages francophones et toute cette belle route qui se trouve allongée entre le lac des Bois et le terminus à Saint-Boniface. Donc, c'est ça, c'est de là qui est venue l'idée, justement, qui est pondue l'idée, mais c'était un gros projet là, d'assez grosse envergure. On n'aurait pas pu l'imaginer en partant, mais on a dû étaler ça sur plusieurs années et sur différentes phases parce qu'il y avait beaucoup de boulot à faire. Oui, beaucoup de défis. Et toi, Mireille, quand est-ce que tu as embarqué dans ce train pour aller dans ce chemin, on va dire, pas un train, dans ce chemin pour justement, avec ce beau projet, quand est-ce que tu as été sollicité justement pour ton expertise? Je crois que c'était au mois d'octobre à peu près, ou le mois d'août peut-être même 2020, juste avant le début de la pandémie. Et donc j'ai passé la pandémie à faire ces recherches-là, ouais. Faire de l'archéologie dans les archives, si vous voulez, et consulter plein de gens. Et puis quand tu dis que c'est vraiment une reconnaissance communautaire, ça l'est vraiment parce que même si c'était vraiment une histoire enfouie, cachée, oubliée presque, il y en avait quelques-uns dans la communauté qui avaient vraiment gardé ce rêve et cette histoire en vie dans leur famille. Quand tu t'en vas chercher ces histoires-là parmi les familles, parmi les communautés, tu les trouves encore, mais il faut aller les chercher. Oui. Et même et donc quand Pierrette est venue me voir si je ferais la recherche pour le projet, j'ai dit oui tout de suite parce que mes deux parents, leur famille se sont établis le long du sentier Dawson Trail lors de leur arrivée ici au Canada. Alors donc la famille Lansard à Sainte-Anne et aussi à Lorette pour la famille des Trudeau et la montagne. Donc oui, alors ça a été tout un trajet professionnel et personnel pour moi et Pierrette, je pense. Et dans ce processus, on est devenus très proches comme sœurs. Oui. Parce que ça nous rapproche à notre communauté même en faisant des études comme ça sur les familles qu'on a toujours connues, mais qu'on connaissait pas nécessairement les liens entre les histoires et les noms de famille, par exemple. Alors, c'est toute une chose à découvrir. Oui, Pierrette, vous voulez intervenir? Oui, non, en effet, je voulais juste ajouter que pour moi-même, même c'était les liens familiaux, c'était pas ça qui m'a incité en partant, mais j'avoue que j'ai fait une belle découverte. Pendant le projet, on a tombé sur des archives qui confirment que mon arrière-arrière-grand-père, Alexis Carrière, avait lui-même travaillé et charrié, comme on dit, avec la charrette de la Rivière-Rouge sur le sentier à l'époque. Donc, ça a été vraiment une belle découverte pour moi aussi. Oui, et puis moi, pareillement, je veux dire, ma famille Trudeau avait un musée je veux dire un magasin général sur la route Dawson aussi. Alors, c'est devenu presque, et pour moi professionnellement, je veux dire, en ajoutant, parce que c'est la sorte de recherche que je fais généralement, ce qui est arrivé, c'est que c'est devenu presque un emblématique ou un modèle pour comment les gens qui sont non autochtones et les gens qui sont autochtones devraient travailler ensemble sur des projets de vérité et de réconciliation. Je pense que c'est vraiment idéal comme approche. Tous les deux, on recherchait nos propres racines. C'est drôle parce que pour la cérémonie à Ottawa, je pensais même de porter ma ceinture fléchée comme franco-manitobaine. Oui. Mais je voulais pas que les gens se confusent, par exemple, pour penser que je réclame une identité métisse. Puis c'est pas du tout ce que je fais. Mais tu vois, deux femmes. D'être fière. Une femme franco-manitobaine et une femme métisse, tous les deux portant une ceinture fléchée, que ça a de la valeur historique et sentimentale pour les deux, culturelle pour Absolument. les deux.
Absolument, je suis complètement d'accord. Si on revient un peu à l'histoire du chemin Dawson, Pierrette, que tu n'écoutes, est-ce que vous pouvez nous raconter, c'est quoi l'histoire de ce chemin? C'est quoi le chemin Dawson? Quand est-ce qu'il a été créé? Par qui? Oui, en premier lieu, le sentier. Le sentier Dawson, c'est un sentier ancestral des Premières Nations qui devint la toute première route d'accès à relier l'Est canadien à l'Ouest. Puis nous, ce que nous avons fait, c'est on a ranimé un peu cette histoire pour y faire valoir l'apport des communautés autochtones, métisses et francophones à cette affaire. Puis là, finalement, on retrouve le sentier commémoratif, qui est un sentier vraiment collectif, un projet collectif sur 120 kilomètres, comme j'ai dit, dans le lac des Bois et Saint-Boniface. Donc, il y a 15 balises interprétatives qui met en valeur les noms traditionnels de la place et les histoires autochtones, métisses, francophones, etc., les lieux dits, et puis avec ça, 8 expositions artistiques permanentes aussi, dont le centre longitudinal, et puis les belles petites communautés de Lorette, Sainte-Anne et Richer, entre autres. Mireille, tu veux sans doute ajouter? Parce qu'il y en a beaucoup à dire, là. C'est un sentier historique. Je sais même pas quoi ajouter à ça, Pierrette, pour te dire la vérité. Je veux dire... On a fait un recueil il y a au-dessus de 300 pages de pépites historiques, comme on appelle, sur notre site web. Des témoignages? Oui, avec des témoignages et tout ça. Et puis, sur le sentier même, là, il y a tout le récit qu'on a repris, qu'on a retravaillé avec les communautés autochtones. Et puis, donc, voilà, c'est un beau cadeau. Bien, voici ce que je dirais. Vraiment, c'est que cette histoire du Sentier Dawson Trail a toujours été racontée de la perspective du gouvernement canadien, tu vois. Alors, comme projet national, de prendre, c'est pas par force, le nord-ouest canadien qui est devenu partie du Canada en 1870 avec l'entrée du Manitoba. Mais alors, les gens ont toujours connu l'histoire comme étant d'une victoire militaire pour l'armée canadienne, les forces expéditionnaires de la Rivière-Rouge. OK? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme, changé la narrative. Les Autochtones de cette région-là ont réclamé cette narrative pour eux, pour parler de comment la vie était avant cette occupation, si tu veux, par ces forces expéditionnaires. Et comment est-ce que ça s'est passé, toute cette affaire-là? Parce qu'il faut pas oublier que le Sentier Dawson Trail lui-même ouvre formellement au public le 1er juillet 1871. Et c'est vraiment le début de ce qu'on appelle le règne du terreur, le règne de terreur chez les Métis. Donc, c'était des nouveaux arrivants ainsi que les soldats de ces forces expéditionnaires qui chassaient en effet les Métis. Et c'était pendant 7 ans que ça s'est passé. Si tu regardes par exemple les statistiques sur la population de Winnipeg même, tu vois qu'il y avait 12 000 Métis avant l'arrivée des forces expéditionnaires et qu'il y en a très très peu, une toute petite fraction de ça après. Et donc, c'est le début de cette terreur-là avec leur arrivée. Et donc, que sont les histoires que les Métis portent de cette période-là? Que sont les histoires que les Premières Nations Anishinaabe écrits ont à raconter sur cette période qui était également la période de la signature des traités numéro 1 et numéro 3. Et donc, oui, alors, c'était toute une période troublante et troublée et où les gens ont dû résister tous les jours et je pense que c'est pour mettre en valeur les efforts que les Métis et les Autochtones ont mis de l'avant pour protéger leur culture. Je vais te donner un exemple. Un des aînés de Broken Head First Nation au traité numéro 1
Carl Smith, qui nous a beaucoup aidé durant ce projet-là, plus du côté de la faune et la flore, mais parmi les gens de sa Première Nation, ils avaient gardé précieusement un dossier, un fichier où il collectionnait des petits bouts de papier pendant au-dessus de 100 ans, qui a contribué à ce projet-là et que je ne trouvais pas dans aucune archive. Non, ouais. Alors tu vois que c'était des choses gardées en secret là, et c'est ce que je veux dire quand je dis que c'était une histoire enfouie. C'était caché, on n'en parle pas. Un peu volontairement. Oui, puis on n'en parle pas comme une invasion ou une occupation. On dit qu'ils sont venus pour arrêter la résistance de la rivière Rouge. Oui. Alors, ça dépend de ta perspective. Oui, je comprends absolument. Et c'est pour ça que je pense que vous avez essayé d'étudier ou de prendre ce projet par le volet artistique, d'où l'appellation circuit artistique et patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, Pierrette, peut-être sur l'aspect artistique que vous avez tenu à intégrer dans ce projet à travers le sentier, à travers les expositions que vous faites également? Oui, en effet. Pardon, mais je suis moi-même artiste. Je travaille le métal depuis bien des années. Et puis, j'ai cru bon de faire valoir l'art dans tout ça, parce que c'est souvent, on oublie un peu la valeur de l'art dans la société, si vous voulez. Puis, je connaissais d'ailleurs d'autres artistes également. Et puis, je voulais aussi un peu ramener, faire valoir, la culture autochtone, ma propre culture métisse aussi. Donc, c'est ça. On a cru bon de créer un sentier artistique qui rassemblait tous les artistes en région, qu'on a fait pendant plusieurs années. Et puis aussi, on met en valeur, comme j'ai dit, 8 expositions artistiques permanentes sur le sentier, dont sont toutes merveilleuses, l'une autant que l'autre. Et puis, on invite les gens à la découverte. Donc, c'est beau que les deux. Je pense que les deux se complètent très bien, l'histoire et l'art ensemble, pour raconter cette histoire-là. Je pense que c'est vraiment c'est un beau complément. Oui, puis Pierrette, il faudrait pas oublier d'ajouter le fait qu'il y a cet aspect-là d'art contemporaine dont tu parles, avec les artistes qui vivent le long du sentier, mais aussi il y a aussi tout l'aspect de l'art historique qui est dans l'exposition même. Et donc, encore, beaucoup de cet art-là, ça a été fait par des soldats ou des artistes qui accompagnaient les forces expéditionnaires. Et donc, de la perspective colonisatrice, montrait, et c'était ça le devoir de l'artiste qui voyageait avec ses forces expéditionnaires, c'était de raconter la vérité, l'histoire avec de l'art, justement. Alors, on s'en est utilisé pour faire ça. Et là où on avait des histoires et non des images pour aller avec, on a demandé à l'artiste local de la région, Robert Freinet, de nous faire des images qui décrivaient ce qu'on avait, et pour mettre des images ensemble avec des histoires. Alors ça raconte l'histoire complètement différemment quand tu peux, par exemple, voir une image qui dépicte les métis qui se mettent les pieds à terre, qui piétonnent la chaîne des arpenteurs canadiens pour dire allez-vous-en, si vous voulez garder votre tête sur vos épaules. Oui, et puis écoute, il faut mentionner, petite anecdote, il y a une des toiles qu'on a retrouvées, une de ces peintures-là à laquelle Mireille fait allusion, qu'on a justement retrouvée chez un encan qui était en vente pour encan à New York, imaginez-vous. Donc c'était pas mal exceptionnel. Puis on a dû les appeler, ils nous ont donné la permission d'utiliser l'image de l'œuvre là, finalement. Mais je pense que c'était 140 000 piastres, hein, Pierrette? Oui, c'est ça. C'est pas loin de 150 000. C'était un peu au-delà de notre budget, mais c'était bien qu'on a pu au moins pouvoir la reproduire pour une de nos balises. C'est celle-là actuellement qui se retrouve au coin de la 59 et de la numéro 1, les deux grandes routes qu'on connaît très bien. La transcanadienne et la 59, la 59, la Gimaudière. OK. C'est un projet, vous avez déclaré toutes les deux, c'est un projet qui
qui ne finira jamais. Qui se terminera jamais. Pourquoi vous avez dit ça? Ça fait peur aux bailleurs de fonds. Ouais. Non, écoute, le gros effet, mais là, ce qui arrive, c'est que les communautés, puis en fait, n'importe qui travaille dans l'histoire, je pense qu'ils peuvent reconnaître que plus tu cherches, plus tu trouves. Absolument. Mais même au-delà du côté historique, je pense que ce qui arrive maintenant, c'est que les gens reprennent un peu leur fierté par rapport à toute cette histoire-là. Ils sont en train de faire cette belle découverte-là. Et puis, on voit, de fil en aiguille, comme un rayonnement et puis un éveil de différentes même opportunités économiques et touristiques qui sont en train de s'éveiller avec ça. Je pense par exemple à des tournées artistiques, je pense par exemple à le Dawson Trek qui a été fait pour la première fois l'année passée et qu'on compte revoir encore cette année, qui est ce fameux, c'est comme un groupe de gens qui se sont réunis pour faire une bonne partie du sentier en vélo. Donc, ça a été un franc succès, puis on va le ramener encore cette année. Il y a eu, bien sûr, cette télésérie qui est dans sa deuxième saison, qui a été télévisée sur l'Aboriginal People's Television Network, ou l'APTN, qui s'appelle le Red River Gold, qui met en valeur tout le récit historique et bien sûr cette fameuse chasse au trésor basée sur une histoire du sentier. Alors, on voit déjà ce genre de rayonnement-là et qui stimule plein d'idées là. Donc, j'imagine que ça va continuer comme ça. Et puis aussi, bien qu'on a pu mettre en valeur toute cette belle histoire-là sur un sentier commémoratif, il reste qu'au musée Dawson Trail même, on se doit de peut-être juste remonter un peu les expositions pour pouvoir avoir cette cohérence-là avec le sentier, de mettre en valeur davantage l'histoire du sentier sous le toit du musée. Oui. Et de mon côté aussi, ça continue du côté de recherche parce que on met en question, on remet en question, si tu veux, quelques points historiques sur lesquels les historiens se sont mis d'accord et que la narrative change maintenant. Okay. Comme par exemple, tout le monde dans notre communauté, la majorité du monde qui aime l'histoire, connaissent l'histoire, comme j'ai dit, des métis qui ont piétonné sur la chaîne des arpenteurs ici à Saint-Vital-Saint-Norbert sur le lot de Monsieur André Naud et que Louis Riel était présent. Mais ce qu'on a pu prouver avec cette exposition, c'est qu'il y a eu des incidents avant ça et en particulier le long durant l'arpentage pour la route même à Sainte-Anne sur le lot de Olivier Ducharme. Alors ça remet en question certaines narratives historiques qu'il faudra que je revisite avec d'autres historiens au Manitoba et au Canada pour qu'on puisse corriger la narrative. L'autre chose, c'est qu'on a pu donner une place d'honneur au chef Powassan Anishinaabe qui a montré la route à Dawson, à Simon Dawson lui-même, et qui lui a sauvé la vie à 2 reprises, en effet. On a pu aussi finalement marquer la revendication territoriale de Louis Riel, qui avait jamais été résolue avec les Dominion Land Surveyors. Et donc, ce sont disons des aspects de notre histoire collective comme franco-manitobain et comme métis de la Rivière-Rouge qui sont comme iconiques. Et il faudra qu'on s'organise ensemble pour peut-être avoir une ou 2 petites conférences pour en discuter parce que c'est vraiment comme époustouflant avec tout ça, là. C'est tout nouveau. Oui, et comme on dit, l'histoire continue. L'histoire n'aura pas de fin et continue. Justement, pour finir, merci infiniment à vous deux, mais
pour les gens qui sont intéressés par justement faire, qui nous écoutent et qui aimeraient faire ce chemin Dawson, aller à travers ce chemin, c'est quel site ils devraient aller consulter ou où est-ce qu'ils pourraient avoir des renseignements, parce que je pense que vous faites des circuits auto-guidés, c'est ça? C'est ça, c'est auto-guidé. Tu peux aller en voiture, c'est ce que je recommande. Moi, je dis, prends-toi un petit pique-nique puis va-t'en balader le long de la route. Arrête à toutes les 5 minutes où tu trouves, par exemple, une balise. Une balise. Mais ce serait bien de commencer ici à Saint-Boniface, à la Rivière-Seine, sur la Provencher, où il y a la dernière actuellement, des balises. Et ensuite, le long de Dawson Road North jusqu'à la 59 de la Jumeaudière, jusqu'à la numéro 1 transcanadienne. Ensuite, on s'en va vers Lorette. Et la numéro 207, la route provinciale 207, si vous voulez aller en balado là-dessus. Je recommande aussi que à la coulée, c'est très joli prendre un petit pique-nique là-bas dans le parc Thurston Drive. Et où est-ce qu'on peut avoir toutes ces informations, justement, Pierrette? Oui, ben justement, le site web se trouve être un excellent point de départ parce qu'on y propose justement une belle grande map. Donc, c'est Dawson Trail Treasures, donc Dawson Trail TRAIL TREASURES.ca. Trésor en anglais. C'est ça, c'est trésor en anglais. Oui, et puis en ce moment, même si vous faites, je pense, si vous recherchez sur l'internet, il y a de fortes chances que vous allez tomber sur le site web. Mais on y propose entre autres des itinéraires justement pour les gens. Et puis c'est un excellent guide de repères à avoir en main aussi sur votre téléphone ou votre tablette en voyageant, parce qu'on a aussi des points de repère GPS pour aider aux gens de se retrouver. Ben, merci. C'est un site, je rappelle, c'est un site bilingue également, donc c'est en français et en anglais pour les gens qui peuvent aller consulter ça. Je tiens encore une fois à vous remercier, Pierrette et Mireille. Merci d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, félicitations pour votre prix communautaire. Je sais que il y a tellement à dire sur cette histoire du chemin Dawson et on vous souhaite beaucoup de belles choses au futur et beaucoup d'autres projets à aller explorer. Et je vous invite à venir en parler dès que ces projets seront réalisés. Venir en parler au micro ici à Envol 91 FM. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.